c'est donc qu'est-ce qui nous empêche de réussir. Alors vous allez voir, c'est une paracha qui nous parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir, en fait, c'est comme d'habitude, la Torah, c'est l'histoire de notre vie. Alors qu'est-ce qui se passe? On est à quel épisode de la Torah? Alors les Bnei Israël sont dans le désert, d'accord? Ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah et ils sont en fait de l'autre côté du Jourdain et ils s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Ils sont vraiment à quelques jours de marche, d'accord? Et en vue de cette arrivée, eh bien, ils envoient des espions. Ils envoient des espions pour repérer la terre et pour préparer en fait leur arrivée en Eretz Israël et puis pour faire la conquête, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, après 40 jours sur place, ces fameux espions, ces fameux explorateurs, eh bien, reviennent en Israël. Et au lieu de leur dire, alors voilà comment on va arriver par là, par là, par là, ils leur disent, ah non mais cette terre c'est une catastrophe. C'est une terre qui mange ses habitants. C'est une terre qui est terrible. C'est très très dangereux là-bas. On ne sera pas bien là-bas. Et donc ils font un rapport très très calomnieux. Et finalement, il les dissuade de faire leur alliance. Il les dissuade d'arriver en Eretz Israël. Alors que c'était le plan, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Bnei Israël, donc les hommes, pas les femmes, on va en parler, tous les hommes vont se mettre à pleurer pendant toute une nuit en disant mais quelle catastrophe, en fait Dieu veut nous emmener dans une terre qui est très mauvaise pour nous et ils vont pleurer, pleurer, pleurer toute la nuit jusqu'à ce que Dieu s'exprime et dise bon bah si vous ne me faites pas confiance et que vous voulez rester dans le désert, eh bien vous allez rester dans le désert et vous allez mourir dans le désert. Et ça ne sera que la prochaine génération qui pourra en fait arriver en Eretz Israël. D'accord? Alors on se pose la question, mais pourquoi ils ont été aussi puérils? Pourquoi ils ont agi comme ça? Il y avait Eretz Israël qui les attendait, cette terre où coule le lait et le miel. Et puis en fait, ils se sont en quelque sorte auto-sabotés. D'accord? Ils étaient à à deux doigts d'y arriver et eh bien finalement ils ne se sont pas laissé la chance. D'accord? Alors en fait, nos commentateurs s'accordent à dire que la principale raison pour laquelle eh bien, les explorateurs les ont dissuadés, c'est parce qu'en fait, ils étaient tellement bien dans le désert. Bah oui, imaginez-vous, on a déjà expliqué que dans le désert, eh bien déjà la manne elle tombait, donc pas besoin de bosser, pas besoin de cuisiner, pas besoin de faire à manger, pas besoin de débarrasser. On avait déjà expliqué qu'il y avait les nuées de gloire et puis en fait elle guérissait toute personne, qu'ils étaient guidés par Dieu, va à droite, va à gauche, arrête-toi, aucun doute dans la vie. Le rabbin Moshe Rabbeinu, leur rabbinite Myriam, mais qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Et donc en fait en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils vont devoir? Ils vont devoir s'installer, ils vont devoir conquérir, ils vont devoir faire la guerre, ils vont devoir planter, ils vont devoir semer. Waouh, 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 waouh. Et en fait, on ne sait pas qu'on est mieux, on est plus pépère là, dans le désert. C'est exactement ce que nos commentateurs nous expliquent. En fait, cette histoire-là, c'est un gros ratage. Un gros auto-sabotage, on va l'expliquer. Parce qu'en fait, ils avaient peur de quitter tout simplement leur confort. Et en fait, pourquoi je vous dis que c'est l'histoire de notre vie? Parce que dans la vie, eh bien, on est comme les Bnei Israël. Il y a des moments où on doit faire des choix. On n'a pas d'autre choix que d'avancer. On doit se lancer, que ce soit dans le niveau professionnel, que ce soit au niveau de faire l'ALIA, que ce soit au niveau de trouver un appartement, que ce soit au niveau de se mettre avec quelqu'un, de se marier, d'avoir des enfants. On doit avancer. Or, avancer signifie forcément quitter sa zone de confort. Et donc, en fait, ça comporte toujours un risque. C'est quoi ce risque? C'est de se trouver finalement des prétextes, parce qu'on va voir, c'est des prétextes auxquels ils ont cru vraiment, c'est de se fabriquer des prétextes, parce qu'en fait, on a tout simplement la frousse, la trouille de passer à l'étape supérieure. D'accord? Parce que qui dit choix, dit forcément risque, et dit forcément renoncement. Au moins, ma situation, c'est vrai qu'elle n'est pas idéale, mais au moins je la connais, je gère. Je connais, j'ai mes habitudes, j'ai mon confort, exactement comme eux dans le désert, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, de devoir changer, de m'engager,
de prendre ce boulot avec 45 heures hebdomadaires où je vais devoir rendre des comptes et je vais devoir pointer. Waouh, tu te rends compte que ça implique? Attends. Peut-être que finalement, on va réfléchir, on va peut-être chercher autre chose, peut-être chercher ailleurs, c'est peut-être pas le bon secteur, c'est peut-être bon, c'est peut-être ça va ça. On va se trouver des prétextes parce qu'en fait, on refuse inconsciemment de sortir de notre zone de confort. Alors on va expliquer en fait qu'est-ce qui les a perdus, qu'est-ce qui les a déjoués, qu'est-ce qui les a corrompus, qu'est-ce qui a corrompu en fait leur prise de décision, de façon à ce que nous, 3500 ans plus tard, eh bien on ait les clés pour ne pas faire comme eux, c'est-à-dire ne pas passer à côté des belles occasions de notre vie. On y va? Vous êtes d'accord? On avance? Ok. Alors vous allez voir qu'en fait, eh bien la plupart du temps, ce qui nous empêche de réussir, ben, en fait c'est nous-mêmes. Sauf qu'on ne s'en rend pas forcément compte. On s'en rend parfois compte après, mais on s'en rend parfois compte jamais. D'accord? Donc on va essayer vraiment d'avoir les outils pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les a perdus, de manière à ce que nous, finalement, on ait un regard qui soit plus éclairé pour pouvoir sauter sur les belles occasions qui se présentent à nous. Alors regardez, en fait cette paracha, elle nous dit quoi? Elle nous dit, regarde, dans la vie, tout est une question de croyance. Tout est une question de croyance. Or, vous savez qu'on a ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est quoi des croyances limitantes? C'est en fait une vue de l'esprit qui va en fait rendre le paysage de ce que je vois négatif. En fait, c'est une vue de l'esprit qui va, à partir de préjugés que j'ai, qui sont parfois fondés sur mes échecs, ça peut être fondé sur mon éducation. Par exemple, tu n'y arriveras jamais, ou bien tu ne seras jamais à la hauteur, ou bien je ne mérite pas d'être aimé, ou bien mon opinion ne compte pas, ou vous voyez ce genre de petites voix qu'on peut avoir parfois à l'intérieur de nous, d'accord? Ou alors je ne ferai pas le poids. Toutes ces petites voix, en fait, c'est des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire deux choses. Premièrement, elles vont en fait nous dissuader. D'accord? Elles vont nous paralyser, elles vont créer chez nous une forme d'immobilisme. Oui? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir en fait tronquer ma vision de la vérité de manière à ce que finalement ce que je vois, ça soit cohérent avec les peurs que j'ai. Vous n'attendez que toi. Vous avez compris ou pas? Et alors regardez, la paracha, vous allez voir, donc vous avez compris cette croyance limitante, non seulement elle me bloque, mais elle ne va pas me bloquer de manière consciente, elle va venir de manière inconsciente mettre le zoom sur des éléments qui vont aller dans le sens de ma peur. D'accord? C'est le sujet qui te préoccupe cette semaine? J'adore. J'adore. C'est pas moi, c'est Hachem, il a créé le monde comme ça, que le sujet qui te préoccupe, c'est le sujet de la paracha. C'est exceptionnel. Alors, elle va nous donner en fait vous allez voir plusieurs croyances limitantes. D'accord? En fait, tout ce que je vais vous dire, ce sont des raisons que nos commentateurs ont exprimées par rapport au fait qu'ils n'ont pas voulu avancer en Eretz Israël. Vous allez voir, ça nous concerne nous. Premièrement, première croyance limitante, c'est je veux faire le choix optimal, sinon je préfère pas avancer. Je préfère rester là où j'en suis. Première croyance limitante. Deuxième, j'ai peur de l'échec. Troisième, je suis sûre que je vais rater. Ça, c'est pas la peur de l'échec, c'est la certitude de l'échec. Ensuite, notre croyance limitante, c'est je ne suis pas méritante. Une cinquième, c'est quoi? C'est je ne suis pas capable. D'accord? Et la dernière, c'est eh bien, j'ai peur de perdre quelque chose en faisant ce choix. D'accord? Ok? Vous me suivez? Alors on va explorer, exactement comme ces explorateurs qui ont exploré la terre d'Israël, nous on va explorer en fait ces croyances limitantes. D'accord? Alors, vous savez que ces explorateurs, donc ils étaient 12 en l'occurrence, c'était des gens de très haute stature spirituelle. Comme on dirait aujourd'hui, des grands rabbins. D'accord? Bien, c'est intéressant de voir que parfois,
eh bien la Emouna en Hachem peut être déconnectée de la Emouna qu'on a en nous-mêmes. Alors qu'en fait, cette paracha nous dit, ah non, mais je t'explique, tout est connecté. Et plus tu vas avoir de la Emouna en Hachem, plus tu vas avoir de la Emouna en toi-même. Et vice-versa. D'accord? C'est tout ce que, en fait, on va être amené à explorer à travers donc ce qui les a bloqués. Alors, première explication, c'est une explication du Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il dit, regarde, les 3 premiers mots de cette paracha, eh bien, c'est quoi ces 3 premiers mots? C'est envoie pour toi des gens. D'accord? C'est Hachem qui s'exprime à Moshe, qui dit, ah, tu veux envoyer des explorateurs? Il n'y a pas de problème, moi je ne te l'ai pas ordonné, mais si tu veux le faire, fais-le. Et ça donne quoi en hébreu? Ça donne Shlach Lecha Anashim. Envoie pour toi des gens. D'accord? Et le Baal HaTurim, il vient et en fait, il analyse, vous savez, le Baal HaTurim, il analyse les lettres de la Torah. Il analyse, en fait, il décrypte certains codes à travers les lettres. D'accord? Et il dit, ah, Shlach Lecha Anashim. Je regarde les 3 dernières lettres de ces 3 mots. Ça donne quoi? Ça donne Chet, Chaf et Mem. Ça donne Chacham. Ah, qu'est-ce qui les a perdus? C'est leur intelligence. C'est leur volonté de tout rationaliser. C'est leur volonté d'avoir un esprit cartésien sans rien laisser rentrer d'autre que leur côté rationnel. C'est quoi en fait? C'est le genre de personne qui a besoin de tout comprendre, de tout explorer, de tout savoir, de tout découvrir. Et ça en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir créer des angoisses. Vous savez, c'est comme vous vous rappelez à l'époque du Corona, il y avait des gens qui arrivaient à se préserver des infos comme moi, et du coup qui étaient plutôt voilà, cool, détendus, enfin voilà, bon comme tout le monde, mais ça va, j'en faisais pas des cauchemars la nuit. Il y avait des gens, mais vraiment j'avais de la peine pour eux, qui regardaient les reportages et les trucs, les caméras, trucs qui sortaient, et les articles. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque fois qu'ils ressentaient le moindre mini symptôme de ce qu'ils auraient lu dans un truc bidule machin, ils se mettaient au lit en attendant, ah ça y est, ça va. D'accord? Vous avez remarqué que les hypocondriaques ont une très très grande connaissance en médecine. D'accord? Connaissance, je sais pas, croyance surtout, mais en tout cas en général ils connaissent très très bien les sujets parce que finalement c'est à force de connaître et d'explorer, et en fait il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ça je connais ce trouble là, et ça vient de ci, ça vient de... Wow. D'accord? Et c'est vrai même dans le monde spirituel. 2 personnes aujourd'hui qui me posent la même question. Moi quand il y a 2 personnes la même journée qui me posent la même question, je vois toujours un truc spécial qui me demande, est-ce que tu crois au mauvais œil? Alors, nos mauvais œil, nos sages nous le disent, n'est vulnérable au mauvais œil que celui qui y croit. Ça veut dire que tu l'as enlevé de ton esprit, tu es sous la protection de la Kadosh Baruch Hu. Point barre. Et alors, il y a des gens qui font des recherches et ça, et oui, j'ai entendu, on me l'a jeté en sort, et puis l'image. Même moi, à la place de cette personne, j'ai l'angoisse. Une trop grande connaissance. Eh bien, ça apporte des mots qu'on n'avait pas. D'accord? Des mots MAUX. Ça apporte des troubles que je n'avais pas demandé. Je les invite dans ma vie, entre guillemets. D'accord? Je vous ai raconté une fois, j'ai ouvert l'encyclopédie des maladies. Un truc à jamais faire, vraiment jamais faire. Et donc la première lettre, c'est quoi? A, B, abcès. Et là, je lis sur l'abcès. Et donc, on me parle dans le truc, donc c'était le panari. Et donc, je lis le panari. Mais je n'ai jamais eu de panari dans ma vie. C'était le samedi matin. Je vous assure. Je ne sais pas si c'est inconscient ou pas, j'en sais rien. Samedi soir, mon doigt comme ça. Et je ne sais pas ce que c'est, parce que j'avais jamais eu de panari de ma vie. Et j'avais pas du tout fait le lien. Et j'envoie la photo à mon beau-père qui est médecin. Et je lui dis, vous savez ce que c'est? Il me fait, waouh, t'as un beau panari. C'est incroyable comment parfois t'invites les choses dans ta vie. C'est ça. Et aussi la volonté de tout vouloir rationaliser. C'est quoi le risque de ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça incombe? Qu'est-ce que le truc? Par exemple, à l'agence juive, heureusement qu'ils ne disent pas que 50% des gens qui font leur alia repartent après. Parce que sinon, soit la personne va dire, bon bah écoute, s'il y a une chance sur 2 que je reparte, autant rester ici. Ou alors, soit là-bas, arriver sur place, ça va se conditionner que pour elle, ça va pas marcher. Il faut surtout pas dire ce genre de choses. D'accord? Il faut aider les gens à se préparer, ça oui.
d'accord? Mais arriver avec des statistiques qui sont angoissantes et qui ne servent à rien, d'accord? Qui sont inefficaces, alors finalement ça va, si vous voulez, saboter tout le projet. D'accord? C'est comme si sous la coupa, vous savez qu'il y a 50% de divorce là, le couple qui est en train de se marier. Combien? C'est pas ça, voilà. Mais non! Justement Léa, en fait, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les chiffres. D'accord? Il faut, en fait, si tu veux, c'est légitime d'avoir des peurs. C'est légitime d'avoir des peurs. Mais cette paracha-là, en fait, elle nous apprend à les optimiser. Regarde qu'est-ce qu'il dit le Balatourim. On a dit Chacham, d'accord? C'est les 3 dernières lettres, mais c'est ce qui les a perdues. Après, il dit, regarde, en revanche, quelles sont les premières lettres de ces 3 mots-là? Ça donne quoi? Ça donne Shin, ça donne Lamed et ça donne Aleph. Shelo. Shelo, c'est s'il te plaît, Hachem, que ça n'arrive pas. Prends la peur que tu as et transforme-la en prière. C'est normal d'avoir des peurs. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière dans le cours par rapport aux sentiments négatifs. On a dit un sentiment négatif, il arrive sans te prévenir. Et s'il arrive, c'est pas pour rien, c'est que Hachem, il te l'a envoyé. Qu'est-ce que tu en fais? Tu es dans le déni, ou tu le cultives, ou alors tu en fais quelque chose, tu le transformes, tu le transcendes. Là, c'est pareil. La peur, dont nous parle cette paracha, c'est le sentiment le plus partagé de toute l'humanité. La peur et la jalousie. Et ça tombe bien parce que la jalousie, c'est pour la semaine prochaine. Donc comme ça, c'est bien. Je vous l'ai dit, on est pareil. Donc, prends cette chose-là et transforme-la en prière avec Hachem. Regarde, je sais quels sont les risques du mariage. Regarde, je sais que l'alia, ça n'est pas facile. Je sais que quelque chose peut arriver. Mais, Hachem, s'il te plaît, maintenant que j'ai conscience de ça, alors s'il te plaît, protège-moi. C'est pareil avec les attentats. Quand on a des attentats, alors on est là comme ça dans notre lit, on n'arrive pas à bouger. On dit, ah. Non, lève-toi et fais un télim pour les soldats, et fais un télim pour les blessés, et fais un télim pour la protection du Ham Israël. Fais-en quelque chose de cette peur. Parce que sinon, le problème, c'est qu'elle va venir à te paralyser. Ça doit être en fait un tremplin. D'accord? Et comme je l'ai dit aussi, ils avaient peur aussi de quoi? Que quand ils arrivent en Eretz Israël, à force de labourer, de planter, comme on dirait nous, de chercher un travail, de se lancer, etc., ils avaient peur de quoi? De perdre en niveau spirituel. C'est une peur qui est tout à fait légitime. Vous savez, nous, quand on est arrivé, on a fait notre alia, donc il y a 14 ans, donc on habitait aux États-Unis. Et là, donc on a dit au Rav de mon mari, on a dit, on fait notre alia. Et là, il fait un grand sourire. Ah, it's wonderful! Génial! Et vous allez habiter où? À Tel Aviv. Oh, la tête. Et là, il nous a regardé très sérieux. Attention, ne baissez pas au niveau spirituel, ne baissez pas au niveau spirituel. Et c'est vrai qu'il nous a dit cette chose-là avec tellement de poigne qu'on est arrivé, tout de suite, la première chose que mon mari a fait, il a fixé une cravata. Et en fait, on a commencé à faire toutes nos activités, voilà, que vous connaissez aujourd'hui, puisqu'après, ça a donné l'aise. C'était il y a 14 ans. Et aujourd'hui, Tel Aviv, c'est un îlot de spiritualité pour les Olim, et principalement pour les Français. Regardez la veillée de Shavuot, il y avait peut-être 4 ou 5 veillées de Shavuot en français à Tel Aviv. C'est incroyable, tellement en fait on a peur, alors du coup on s'accroche, et qu'est-ce qu'on fait à force de s'accrocher? On monte. Donc ta peur elle est légitime, mais fais-en quelque chose. Fais-en quelque chose, exactement comme une femme qui n'arrivait pas à se marier, qui dirait Hachem, je sens que là j'en peux tellement plus de ce célibat que Hachem, je risque de faire n'importe quoi. Je risque de faire n'importe quoi. C'est pas moi qui l'invente. C'est qui le dit? C'est Chana. Vous savez, Chana, la prophétesse. Il y a un moment où elle dit à Hachem, elle lui dit fais attention. Elle lui dit comme ça dans sa prière, elle dit je risque d'être infidèle à mon mari, tellement elle est en souffrance. C'est écrit dans le texte de Chana. Je risque d'être infidèle à mon mari. Enfin, c'est la Gemara qui l'explique. Pourquoi elle dit ça? Pour dire, mais Hachem, je me sens vulnérable, je me sens en danger. Sauve-moi, aide-moi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, entre les mains de Yetzer Hara, vous savez, c'est vrai, on est très vulnérable. Mais heureusement, Matzil Oti Kol Yom, il dit Isha Irigo, quand je cite Isha Irigo. Il me sauve chaque jour des griffes du Yetzer Hara. Merci.
et continue de nous protéger. D'accord? Donc tout ça c'est légitime. La question c'est qu'est-ce que tu en fais? Et attention, si tu n'en fais rien, ça risque de te bloquer et encore plus de te tirer vers le bas. Tandis que si tu le transformes, tu vas voir que quoi qu'il en soit, ça va te tirer vers quelque chose qui soit positif. Vous avez compris? D'accord? C'est pour ça que cette paracha, elle va nous donner 2 mitzvot. Elle va nous donner une mitzvah masculine et une mitzvah féminine. La première mitzvah, c'est quoi? La mitzvah masculine, c'est la mitzvah de tzitzit. Le tzitzit, vous savez, c'est quoi? C'est donc les fils, d'accord? C'est un habit avec des fils, ok? Cet habit, il a comme pouvoir d'aider l'homme à maîtriser ses visions, d'accord? À maîtriser, en fait, c'est pas ça, c'est en fait à éviter de disperser son regard. Parce qu'en fait, quand tu regardes à droite, à gauche, finalement, tu finis par vaciller et tu regardes plus ton projet en avant. Alors, c'est quoi la force du tzitzit? D'accord? Tzitzit, ça vient du mot léatis, ça vient du mot regard. Le tzitzit, en fait, il va nous aider à calibrer notre regard, à focuser notre regard pour avoir une bonne vision des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le tzitzit de très très spécial qui va nous aider à faire ça? Alors, la Torah nous dit que quoi? Qu'en fait, il y avait un fil bleu azur sur les tzitzit. Aujourd'hui, on ne le met plus, on met que du blanc, d'accord? Mais à l'époque, il y avait un bleu azur. Ce bleu azur, il nous rappelle la mer, qui nous rappelle le ciel, qui nous rappelle le Kisei HaKavod, le trône d'Hachem. C'est quoi ces 3 notions? Ben, c'est en fait, si vous voulez, tout le ta'alir, tout le processus pour arriver en fait à neutraliser nos peurs. Premièrement, c'est quoi la mer? La mer, c'est par définition les limites. D'accord? Si vous allez à la plage sur Gordon, vous êtes au café comme ça, et heureusement, la vague, elle s'arrête à quelques mètres de vous, elle ne va pas plus loin. La mer, ça symbolise la notion de limite. Ça vient symboliser quoi? Que je suis un être limité. Je vois pas tout, je sais pas tout, je peux pas tout prévoir, je fais avec les moyens du bord. C'est moi, c'est la mer. Voilà, je m'arrête là. Ouais. Deuxièmement, ça te rappelle le ciel. Qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Dans le ciel, tu vois des astres. Et des astres qui quoi? Qui bougent. Le soleil bouge, la lune elle bouge, les étoiles elles apparaissent, elles reviennent, etc. Tu vois du mouvement dans le ciel. Pour te dire quoi? Certes, tu es un être limité, mais l'essentiel c'est que tu te mettes en mouvement. Ne sois surtout pas paralysé, ne sois surtout pas dans l'immobilisme. Oui, d'accord, mais facile à dire, difficile à faire. Alors c'est là qu'intervient le 3e élément, ce fameux Kisei HaKavod. C'est quoi le Kisei HaKavod? C'est là, entre guillemets, c'est là d'où Hachem dirige le monde Bekavod. C'est quoi Bekavod? Le Maharal l'explique d'une manière cachée. Pour te dire quoi? Pour te dire qu'en fait, il y a une partie cachée d'Hachem dans ta vie. Il intervient, mais tu ne le vois pas forcément. Tu le vois à travers des personnes qui vont finalement te dire « Ok, c'est bon, je vous le donne, vous avez le boulot. » Tu le vois à travers quelqu'un qui reçoit un remboursement des impôts. Tu dis « Ah, sympa !» Tu le vois à travers une bonne nouvelle. Tu le vois à travers ça. Et en fait, c'est Hachem qui se cache dans ta vie et qui t'apporte tout ce bien. C'est ça le Kisei HaKavod. Donc en fait, si vous voulez, ce processus de tzitzit, il vient te dire 3 choses. Il vient te dire « Oui, tu es un être limité. Mais mets-toi en mouvement et Hachem va t'aider. » D'accord? Cette notion de léatzit, en fait, c'est ça qui va nous permettre, si vous voulez, de nous focuser sur notre projet. Et de ne pas avoir la tête ailleurs et se dire « Et si j'avais fait ça? Et si je faisais ça? Et si je fais encore ça ?» C'est quoi? Allez, avance. Avance main dans la main avec Hachem et lui, il va t'apporter toute la hashgacha pratique, toute l'aide dont tu as besoin. Comprenez bien que cette paracha-là, elle ne nous dit pas de ne pas être intelligent. Bien sûr qu'on doit être intelligent. Bien sûr qu'on doit essayer de voir les paramètres et les tenants, les aboutissants. Mais dans mon tableau Excel, avec tous mes paramètres, je dois mettre une cellule très importante. Cette cellule, c'est quoi? C'est l'intervention de Hachem dans ma vie. Et plus je vais la faire grossir, et plus elle aura du poids. Et si je la mets toute petite comme ça,
alors je risque de ne pas en bénéficier à la hauteur de ce que lui voudrait m'en faire bénéficier. C'est moi qui va gérer ce paramètre. Mais il faut surtout que je l'intègre dans l'horizon de mes données. D'accord? Alors, la deuxième chose qui les a perdus, c'est quoi? C'est la peur de l'échec. Alors venez, on va voir comment ça se traduit. Comment ça se traduit? Eh bien, nos sages nous disent quoi? Nous disent Igdimu Pele'ain. Alors c'est quoi Igdimu Pele'ain? Ils ont mis la bouche avant les yeux. Alors on nous parle de ces explorateurs et on nous dit que quoi? C'est quoi qu'ils ont mis la bouche avant les yeux? C'est que dans le fond, ils savaient très bien ce qu'ils allaient dire avant même d'y aller. À partir du moment où ils savaient ce qu'ils allaient dire avant même d'y aller, du coup leur vision a été tronquée et ils se sont concentrés sur des choses qui viennent cultiver et nourrir leurs préjugés. C'est exactement comme France 2 avec Israël. Moi je l'ai fait quand j'étais en école de commerce, d'accord? On fait des voyages comme ça, juifs, non juifs, et toute l'idée c'est de leur montrer de manière objective Israël. Et bien ça manque pas. Ça manque pas. Les gens qui ont des idées préjugées, de toute façon, quoi qu'il en soit, ils vont retenir du voyage merveilleux que tu as subventionné et que tu t'es cassé la tête pour le préparer et que tu avais tout un programme pour qu'ils voient les choses merveilleuses en Israël. Ils vont ressortir avec le truc qui leur a pas plu. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'ils ont menti. En fait, c'est qu'ils ont choisi ce qu'ils allaient voir. On voit que ce qu'on veut voir. Et si vous remarquerez, toute la Torah, toutes les grandes erreurs qui ont été faites dans la Torah, elles sont basées sur ça, les filles. Elles sont basées sur ça. Par exemple, c'est écrit quoi? C'est écrit que Ève a vu que le fruit était bon. Et là, tu as envie de lui dire, attends, Ève, tu l'as déjà mangé le fruit? Non. Alors comment tu peux voir que quelque chose est bon? Je vois qu'il est bon ce cheeseburger. C'est ça en fait. Mais comment tu vois qu'il est bon? Tu l'as pas goûté? Parce qu'en fait, elle a décidé qu'il était bon. Que Adam, il avait exagéré. Parce qu'elle avait été, en fait, si vous voulez, influencée, même manipulée par le serpent. C'est ça qu'elle a vu qu'il était bon. Ra'a Kitov. Mais comment tu peux voir? Ça marche pas. Soit tu goûtes qu'il est bon, soit ça marche pas. Tu vois qu'il est bon alors que tu l'as jamais goûté. Non, elle a décidé qu'il était bon. D'accord? Il y a d'autres exemples comme ça. Il y a quoi comme exemple? Il y a la faute du veau d'or. Ils ont vu que Moshe était en retard. C'est quoi qu'ils ont vu que Moshe était en retard? Comment tu peux voir que quelqu'un est en retard? Tu te dis, en fait, peut-être qu'il est arrivé par une autre porte, peut-être que je me suis trompée de jour, peut-être... Non, j'ai vu qu'il est en retard. Non, en fait, tu as décidé qu'il était en retard. Mais s'il n'est pas là, c'est qu'il est en retard. Mais peut-être qu'il était ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, c'est moi qui fixe. C'est moi qui fixe, d'accord? Et tout est comme ça, même Korach, ça va être la paracha de la semaine dernière, on va voir, c'est à partir de la vision. Il a vu que, en fait, il a fixé que c'est d'abord le cœur qui fixe et après les yeux qui vont en fonction de ce que le cœur il a fixé. C'est hyper important, hyper important de connaître la nature humaine, d'accord? Et là où tu dis, mais non, mais moi je suis objectif. Personne n'est objectif. Un être humain objectif, c'est comme si tu dis de la viande halavi. Ça marche pas. C'est un, comment on dit, un pléonasme. Bientôt. D'accord? Un oxymore. Un oxymore, oui, c'est le contraire, un pléonasme. C'est un oxymore. D'accord? L'obscure clarté. Ça marche pas. Aucun être humain n'est objectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu as tes idées et en fait, tu vas venir te concentrer et collectionner les preuves de ce qui est cohérent avec ce que tu penses déjà. C'est normal. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Alors quoi, on va pleurer sur notre sort et c'est tout? Non! On doit le savoir pour en avoir conscience, pour affiner justement notre capacité d'objectivité, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et ne pas être en proie à nos peurs.
Vous avez compris ou pas? Et surtout, quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on perd notre subjectivité? Quand on a des a priori sur certaines choses. D'accord? C'est exactement comme quelqu'un qui a peur de se marier et 10 jours avant, il va trouver quelque chose qui ne va pas chez le futur ou la future. Pour moi, tu ne pouvais pas te réveiller avant. J'en connais des gars comme ça. Hein. Peut-être pas 10 jours, peut-être un mois. Je dis, mais je comprends pas. Quoique maintenant, mais non, t'as pas compris. C'est qu'en fait, plus il s'approche du mariage, plus en fait il a peur, et plus il va chercher le prétexte pour partir. Ça nous fait passer à côté de sacrées choses, cette chose-là. Vous avez compris? Une fois, il y avait un khatan, justement, qui a été voir Rav Kanievski, et c'était le lendemain de son mariage. Et il lui dit, Rav, s'est passé quelque chose hier, de mauvais augure. Alors le Rav, il lui dit quoi? Et il dit, ce matin, j'ai trouvé plusieurs oiseaux dans notre maison. Ça veut dire quoi? Et le Rav lui dit, ça veut dire qu'hier, tu oublié de fermer la fenêtre. Qu'est-ce que t'en penses, Myriam? Un oiseau à la maison. Ah ouais? Vous avez compris? Il faut refaire vos descentes là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, en fait, il dit comme ça. Donc, Rachid explique. Il dit, je vais leur donner la possibilité de se tromper. Je vais leur donner la possibilité de se tromper. Ça veut dire qu'en fait, l'histoire, elle était terminée depuis le début. Parce que quand tu fonces avec un a priori, en fait, tu vas directement vers l'échec. D'accord? En fait, c'est toi qui prépares ton échec. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon permis de conduire, oui? Oui, non, oui. Vous savez pas que j'ai raté 5 fois le permis de conduire? Ah si, tu as dit. Oui, quand même. 7 fois. 7 fois? Non, 6 fois. 6 fois. Ah, 7e, tu l'as eu. Moi, la 5e fois, je l'ai eu. Mais il y a un moment où tu te dis, mais je fais exprès ou quoi? Non, tu t'es pas dit ça? Moi, tu dis, je fais exprès ou quoi? Et en fait, à un moment, tu dois juste t'auto-convaincre que tu es capable de conduire une voiture. T'en es capable? Alors écoutez bien parce que, regardez, c'est écrit comme ça. Je vous ai dit, donc c'est en fait eux qui ont demandé d'envoyer des explorateurs et Moshe, d'accord, qui a suivi. En fait, il a demandé à Hachem, il a dit, ils veulent envoyer des explorateurs. Quelle a été la réponse d'Hachem? Les dates. Donc il lui dit, tu fais comme tu veux. Ani eni metzavelecha. Moi, je ne t'ordonne pas. Im tirtse shlach. Mais si tu veux, alors envoie les explorateurs. D'accord? En fait, il ne faut pas lire ça. Il faut le lire de manière fine, ce im tirtse shlach. C'est pas si tu veux envoyer les explorateurs, alors envoie-les. C'est si tu veux aller en Israël, alors envoie les explorateurs. Im tirtse, si tu veux y aller, alors envoie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu veux pas, en fait, tes explorateurs, tu vas les conditionner à ce qui te rapporte en fait un état des lieux qui est catastrophique et désespérant. Tu sais, c'est comme la mère qui va voir le psy qui dit oui, alors voilà, je crois qu'avec mon fils, le truc, ça ne marche pas du tout, ça ne va pas marcher, c'est un cas désespéré, machin. Et 2 mois après, la psy, elle dit oui, alors vous savez, après tout ce que j'ai fait avec lui, je vois qu'effectivement, vous aviez raison, on ne peut rien faire avec lui. Et tu dis, bah, en fait, oui, bah, en fait, t'as juste conditionné son avis avec ta peur. Mais si tu veux vraiment, et si tu dis, écoutez, il a beaucoup de difficultés, mais je sais qu'en cet enfant, il y a quelque chose de positif, il y a un potentiel, alors elle va chercher le potentiel. Im tirtse shlach. Mais si toi-même t'es pas convaincu, n'envoie surtout pas ton enfant chez le psy. C'est la pire erreur à faire. D'abord, qu'est-ce que tu dois faire avant tout? Im tirtse. Tu dois réveiller ton ratson. Ton ratson, c'est ta volonté d'avancer, ta volonté de te battre, ta volonté d'y aller. Tout est difficile dans la vie. De se marier, ça implique des risques, de fonder une famille, d'acheter un appartement, de faire son aliyad, de changer de carrière. Mais tout
tout implique, tout est engageant. Alors je vais te dire une chose, le plus important c'est quoi? C'est de réveiller son ratson, c'est de réveiller sa volonté. Ratson, si tu réveilles ton ratson, alors là t'es rats. Rats c'est courir. Si ton ratson est réveillé, alors tu peux courir. Rats. Si ton ratson il n'est pas réveillé et que tu rates, tu cours, tu vas te casser la figure. C'est hyper important. En vérité, comprenez bien qu'il n'y a pas des choix intelligents. Il y a des choix qui sont faits de manière intelligente. C'est ça le plus important. C'est le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel tu fais ton choix. C'est ça qui va conditionner après tout le déroulé. Mais dans le fond, que tu aies fait A ou B, bien évidemment, en fonction de tous les paramètres que tu as pris en compte au préalable, je ne te dis pas d'y aller les yeux fermés en disant allez, on y va et on fonce et on verra bien. Tu as pris ta décision, oui, ouais, d'accord. Et bien là, à ce moment-là, si tu penses que c'est ça, à partir de maintenant, tu dois cultiver ta façon d'y croire. Et alors là, tu prends des explorateurs. Et là, ils vont te trouver comment y arriver. Exactement comme la psy qui va te dire, mais bien sûr, votre couple, il n'est pas mort. Je vais vous donner une méthode de travail pour y arriver. Vous avez compris? Mais si tu ne veux pas, tes explorateurs, ils vont revenir avec exactement le bilan des lieux que tu attends. D'accord? Donc c'est le mindset qui compte avant tout. Les explorateurs, ça représente l'inconscient? Ça peut représenter l'inconscient, ça peut représenter plein de choses. Ça représente en fait, si tu veux, ce qui est après le ratson, c'est-à-dire les éléments que tu vas te donner pour soit te dissuader, soit te donner les moyens d'y arriver. D'accord? C'est une bonne question qu'elle pose. Et dans les deux cas, est-ce que c'est pas un peu biaisé parce qu'on cherche dans la direction qu'on veut? Tout à fait. Mais toi, tu veux réussir, tu veux réussir. Mais parfois non. Mais parce que parfois, on peut se convaincre de foncer dans une direction. Mais c'est pour ça qu'avant, tu dois faire ton choix. C'est pour ça qu'avant, tu dois faire ton choix et tu dois le faire de manière intelligible et tu dois regarder tes paramètres. D'accord? En intégrant le fait que de toute façon, tu n'auras jamais toute la vérité absolue. On avait déjà vu dans un cours sur la peur, c'était il y a quelques mois, que quand on doit prendre une décision, on doit surtout faire une fila à Hachem, on doit faire une prière à Hachem, qu'il nous dévoile tous les bons éléments qu'on a pour prendre notre décision. Parce qu'entre guillemets, le côté rationnel, c'est entre nos mains, mais ce qui nous est dévoilé à l'instant T, ça, c'est que lui qui décide. D'accord? Donc prendre en compte, si vous voulez, ce côté aléatoire, mais qui n'est pas aléatoire, qui est en fait ce qu'on appelle l'intervention d'Hachem dans tout le côté rationnel de ma prise de décision. D'accord? Le truc, regarde, le panari que tu as eu, c'est quand même ton inconscient, mais tu n'as pas voulu cette chose-là. Le truc, c'est que comme tu l'as, c'est comme si il y avait des explorateurs qui ont été lancés. Ok, on a appris ça, on va savoir, on essaye peut-être d'apprendre, j'ai envie peut-être de savoir, sauf que c'était inconscient. Et le truc, c'est que s'il y a des blocages inconscients qui font que tu n'as pas vraiment envie d'avancer, alors que toi, consciemment, tu te dis je veux avancer, il faut enlever les blocages inconscients pour pouvoir. Donc en réalité, il faut vraiment faire un travail de savoir qui sont nos explorateurs pour pouvoir les envoyer au bon endroit. Les explorateurs, c'est nos croyances limitantes. C'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué, Myriam. C'est un vrai travail. Parce qu'on a l'ashgara, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, on liste dans cette paracha, on liste tout ce qui peut nous bloquer. Peut-être pas tout, c'est pas exhaustif, d'accord? Mais en tout cas, moi, c'est ce que je vous rapporte. Ok? Donc en fait, c'était le début du cours, on avait vu plusieurs choses, d'accord? C'est quoi? C'est la volonté de faire le choix le plus optimal, et donc du coup, ça fait on est paralysé, la peur de l'échec, et la certitude de l'échec, et le sentiment de ne pas être méritante, d'accord? Maintenant, à propos de ça, j'aimerais juste vous raconter une dernière histoire, parce qu'elle est vraiment très très importante. C'est quoi? C'est une fois donc, un khatan qui a été voir un des rabbs de Tel Aviv, et qui lui a dit, voilà, je me marie demain, je voudrais une bracha. Et le rabbin, il a regardé droit dans les yeux, il a dit, je te donnerai pas de bracha. Il a dit, parce que le mariage, c'est du boulot, c'est du ratson, et c'est encore du boulot. C'est la volonté d'y arriver, c'est la volonté de réussir à deux. Si toi, ta volonté, elle est blindée, et que elle, sa volonté, elle est blindée, alors t'as pas besoin de moi, Hachem lui posera sa bracha. J'ai adoré cette réponse.
C'est triste un peu quand même. Pourquoi Tu attends, tu te dis oui, je te donne une bracha dans le sens que genre ton mariage ce soit une visite et au final il lui a donné encore mieux qu'une bracha. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, Il lui a donné un problème. conseil. Ça pose un autre problème. dans ce cas-là on va pas avoir un rap. C'est ça, on a besoin d'un rap. On a besoin d'un rap pourquoi dans ce cas-là si on remet tout dans les mains de Dieu, je comprends parce que On n'a pas vraiment besoin. c'est quand même un intermédiaire. Non, mais du coup, on a besoin de bénédiction de n'importe qui, c'est ça. Bah oui. D'abord, on n'est pas dans une cas d'une maladie ou un truc comme ça. On est dans un cas, en fait, où dans le Shalom Bayit, dans le mariage, d'accord, il y a deux choses. Il y a l'intervention de Dieu et il y a mon libre arbitre. Et c'est vrai dans tout. Ça veut dire que j'ai en moi la possibilité de faire capoter tout projet. Même projet qui m'était destiné. C'est très très important de savoir ça. D'accord? Cette idée de je mérite pas. Ça, c'est une idée du Rambam. Le Rambam, il dit quoi? Il dit qu'en fait, la faute des Meraglim, la faute des Bnei Israël, c'est qu'ils ont cru qu'ils ne méritaient pas. Que Hachem ne voulait pas leur donner. Qu'ils ne méritaient pas d'avoir une terre riche et belle. Et il dit c'est la pire des choses. La pire des choses, en fait, c'est quand tu crois que Hachem ne veut pas te donner. Plus tu vas avoir la émouna que Hachem il t'aime, que Hachem il veut te faire des cadeaux et que Hachem il veut tout te donner, plus en fait tu vas ouvrir pour le coup les vannes de la bracha. D'accord? Donc c'est cette idée en fait que je ne suis pas méritante, c'est ça finalement qui va venir, si vous voulez, fermer les vannes de la bracha. Tandis que avoir conscience de l'amour que Hachem il nous porte, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, mais c'est nous qui nous bloquons. D'accord? Alors du coup, il faut se dire Hachem, il veut me donner des cadeaux, il veut tout me donner. D'accord? Et à partir de là, en fait, si vous voulez, c'est là qu'on se rend apte à recevoir la bracha d'Hachem. Ok? Cette idée de quoi? Notre idée de je suis pas capable, c'est trop dur pour moi. D'accord? Alors, ça c'est une idée du Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il a dit quoi? Il a dit, en fait, effectivement, quand ils sont arrivés, ils ont été tétanisés par ce qui se passe. Ils ont vu beaucoup d'enterrements. Beaucoup d'enterrements. Alors pourquoi ils ont mis des enterrements? Parce qu'en fait, Hachem a voulu, entre guillemets, leur rendre service, a voulu que les gens soient occupés pour ne pas qu'ils voient ces étrangers qui arrivent. D'accord? Mais eux, ils ont interprété ça comme une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire que là-bas, entre guillemets, les gens meurent facilement. D'accord? Alors il lui dit, regarde, il leur a montré un peuple puissant et nombreux, afin qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils aient la possibilité de conquérir ne serait-ce que la plus petite de ces villes, si ce n'est par le miracle dont ils sont l'objet. Donc cette chose-là, de se dire « Waouh, mais attends, en fait, ça me paraît insurmontable », c'est ça qui aurait dû en fait neutraliser leur peur. Alors je sais que c'est un peu paradoxal ce qu'il dit, je vais t'expliquer. Il dit, non mais il te dit un truc génial en fait. Moi j'adore cette explication, j'adore. Il te dit, quand tu es face à l'insurmontable, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'Hachem il va surmonter pour toi. Ça veut dire là c'est sûr, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois la cellule dans ton Excel, je vous ai dit, des fois tu peux la baser, des fois tu peux la réduire, tu peux l'augmenter. Mais là, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que de la faire exister et de la faire exister en gadol. C'est la réalité qui te le force à le faire. Mais du coup, c'est une très bonne nouvelle. Parce que par toi-même, tu vas venir attirer justement cette ashgacha. C'est combien de fois je me suis dit ça, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Très bon signe. Si j'y arriverai jamais, c'est-à-dire qu'effectivement, j'y arriverai jamais toute seule. J'y arriverai que avec lui. Et des fois, je me dis, ouais, c'est bon, je gère, ouais. Tu parles. Les fois où tu réussis le mieux, c'est quand tu sais à d'avance que tu dis, ouh, c'est insurmontable. C'est trop gros. Alors là, du coup, tes yeux se tournent vers le haut. D'accord? C'est ça ce qu'ils auraient dû se dire. Il dit leur Hachem HaKadosh, ils auraient dû se dire, oui, c'est insurmontable, mais du coup, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas le faire tout seul. Et c'est ça qui aurait dû en fait faire augmenter leur émouna et leur bitachon. Ensuite, les femmes. Comme je vous ai dit, les femmes, elles n'ont pas du tout pleuré. Elles se sont pas du tout, un seul instant, laissées impressionner par le rapport des Meraglim, des explorateurs. Mais même pas un instant. D'accord? Elles se sont dit, mais c'est pas grave, nous, on y va. Hachem, il a promis cette terre et tout va très bien se passer. Ça va forcément être challenging, comme tout changement. On est prête à nous relever les manches.
Alors écoutez bien. Il dit le Keli Yakar. Il dit Moshe, t'aurais pas dû envoyer 12 hommes. Il a dit t'aurais dû envoyer 12 femmes. Parce que si tu avais envoyé des femmes, elles ne seraient pas du tout revenues avec ce rapport-là. Parce que les femmes, dans leur trip, elles n'avaient pas du tout peur. Pas du tout peur. Au contraire, elles avaient quoi? Il y a marqué comme ça, elles sont Mechavevot et Taaretz. Elles aiment la terre d'Israël. En fait, il te dit quoi? Il te dit, mais dans la vie, effectivement, quand tu dois aller de l'avant, ça comporte des risques. Mais quoi? Il y a quelque chose qui va neutraliser toutes ces peurs et tous ces risques. C'est l'amour. Pourquoi les femmes, de manière générale, je veux dire de manière générale, elles ont moins peur de se marier, elles ont moins peur de l'engagement? Parce qu'elles sont déjà mariées avec l'idée du mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Pour surmonter ton trac quand tu joues au théâtre, il faut aimer jouer. Pour pas avoir peur du public, il faut aimer enseigner. C'est exactement ça. Pour pouvoir mettre des enfants au monde, il faut aimer la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en fait, tu as de l'amour à l'intérieur de toi, bah finalement, ça vient neutraliser tous tes risques. D'accord? Elles sont Mechavevot et Taaretz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avancer, en fait, il faut aimer ton projet. C'est pas que le ratson, c'est pas que la volonté, c'est aussi s'y attacher, c'est aussi l'affectionner. Exactement comme un bébé, quand il arrive au monde, la mère est là comme ça, elle fait ouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il n'y a pas un mode d'emploi, je cherche, non, il n'y a pas. Au bout de 2 jours, les infirmières disent ça y est, il est temps de rentrer chez vous, je peux pas rester encore une semaine, vous faites un stage, je sais pas comment ça marche. Et après, tu comprends rien, il a les gaz, il a les trucs, il se réveille toutes les 3 heures. Et en fait, tu donnes, et tu te donnes, et tu te donnes, et tu te donnes. Et à la fin, ça devient ton bébé. C'est comme ça qu'on dit, d'ailleurs, quand un projet, on l'a monté dans une entreprise, moi c'était mon cas dans l'associatif, mon projet c'était mon bébé. Parce que tu l'as monté depuis le début, tu as mis tes tripes dedans, tu as transpiré dedans, tu as sué dedans, tu as tout fait dedans. Et là, pour le coup, ça te donne une force incroyable. Il n'y a personne qui peut aller en travers de ton chemin. C'est mon projet. Alors des fois, tu es contraint d'arrêter. Mais en tout cas, tu pourras dire une chose, j'ai été jusqu'au bout. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai tout fait. C'est là qu'on active l'autre carte de la Emouna, qui est, c'est que ça devait s'arrêter maintenant. Mais moi, en aucun cas, je vais m'incriminer parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. D'accord? Donc, aimer, ça fait que tu contrôles ta peur. C'est pas que tu n'as pas peur, c'est que tu contrôles ta peur et du coup, ça t'empêche pas d'avancer. D'accord? Alors, dans notre paracha, donc, vous savez, après la paracha, le samedi matin, on lit aussi la Haftara. La Haftara, en fait, c'est des textes qui sont après le Chumash. D'accord? C'est tout ce qui est en fait des textes qui relèvent de après l'entrée des Bnei Israël en terre d'Israël. D'accord? Alors la Haftara qui est liée à Shlach Lecha, elle nous parle de l'histoire d'une femme qui s'appelle Rachav. Vous avez déjà entendu parler de Rachav? Alors Rachav, c'était en fait une aubergiste. Rachid nous dit que c'était plus qu'une aubergiste. D'accord? Ça veut dire qu'elle était free, elle offrait tous les services. D'accord? On va dire ça comme ça. Et en fait, on nous parle d'un épisode qui s'est passé 40 ans après celui-là, où en fait, donc là, ils s'apprêtaient à rentrer en Israël, et cette fois-ci, ils ont encore envoyé des explorateurs. D'accord? C'est 40 ans plus tard. Et là, ils vont en envoyer 2. D'accord? Et entre parenthèses, cette fois-ci, ça va drôlement bien marcher. Comme quoi, tout était une question de, je vous ai dit, de mindset. Comment on dit? Mindset? Non, d'état d'esprit. D'état d'esprit. Parce que là, ça va être juste 40 ans plus tard, mais pareil, on va rentrer en Israël, on doit faire les guerres de conquête, on envoie des meraglim, et là, tout se passe à merveille. Alors, on envoie 2 explorateurs, et ils vont aller dans l'aubergiste de Rachav. Et qu'est-ce qui va se passer?
c'est que, eh bien, Rachav, elle va être impressionnée par ces deux explorateurs, d'accord, qui sont Caleb ben Yefouné et Pinchas, d'accord, deux explorateurs. Pourquoi elle va être impressionnée? Parce que Rachav, elle fait partie du top 4 des femmes les plus belles au monde. Une femme de beauté qu'on ne peut même pas imaginer. Ils étaient tous subjugués quand ils la voyaient, à tel point que les hommes ils perdaient leurs moyens. Sauf que quoi, Pinchas et Caleb, ils gardent leur sang-froid. Pourtant, ils sont dans l'aubergiste d'une femme qui est la plus belle au monde et qui officiellement offre ses services à qui le veut. Et grâce à ce site, grâce à ce vélo Tatourou, d'accord, eh bien, ils vont rester centrés, si vous voulez, ils vont centrer leur vision et ils ne vont pas la regarder outre mesure. Et elle va être impressionnée par ça, à tel point qu'elle va s'intéresser, mais c'est qui le Ham Israël? Elle va découvrir l'ouverture de la mer Rouge, elle va découvrir qu'ils sont sortis d'Égypte, elle va découvrir le Arsinaï, elle va découvrir tout ça. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Rachav, elle s'appelle Rachav parce qu'elle est large. Elle est large, exactement. Elle est Kula Chesed, elle fait dur. Voilà, en fait, son métier. Vous avez bien compris. Mais je vais vous dire une chose, elle a ça de positive, Rachav, que justement, attendez, écoutez comment c'est merveilleux. Elle n'a pas de croyance limitante. Parce qu'elle se dit pas, moi, après le passé que j'ai, espérer rentrer dans le peuple juif et me convertir, mais même pas rêve, je suis pas capable, je mérite pas, je vais pas y arriver, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Non, elle a des croyances larges et pas limitantes. Et donc Rachav, elle va sauver ses Meraglim, elle va aider le Ham Israël à conquérir Yéricho, à conquérir Eretz Israël, et elle va rentrer dans le Ham Israël, elle va se convertir. Et elle va épouser qui? Écoutez bien. Vous savez qui elle va épouser? Elle va épouser Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, c'est un cran en dessous de Moshe Rabbeinu. Si ça, c'est pas une croyance large, de croire, d'être capable de passer du stade de prostituée à femme d'un homme, comme on dirait aujourd'hui, Baba Salé, d'accord? Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment y croire. Croire que tu es capable, croire que c'est possible, croire que Hachem veut te donner, croire que tu mérites, croire que tu vas y réussir. Elle vient contrecarrer en fait toutes les croyances négatives que eux ont eues, mais 40 ans auparavant, avec sa petite histoire personnelle. D'accord? Donc, et d'ailleurs, elle va plus s'appeler Rachel, elle va s'appeler Tikva. Tikva avec un vav, ça veut dire exclusivité. Ça veut dire que, en fait, sa largesse, d'accord, elle va la passer justement au stade d'exclusif. C'est encore cette idée de vélo Tatourou, de participer d'autres regards, d'être concentré sur ce qu'on a, d'avoir de la fidélité dans le mariage, de n'avoir Dieu que pour ce que l'on a, que pour notre époux, que pour tout ce que les bonnes choses que Hachem nous donne. Cette idée de vélo Tatourou, en fait, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Et c'est ça qui nous fait avancer dans nos projets. Et c'est ça qui nous empêche, en fait, c'est comme des œillères, si vous voulez. Pourquoi le cheval, finalement, il peut avancer? Parce que ça lui permet d'être concentré sur son projet. D'accord? Il y en a qui vont dire, mais non, mais attends, mais il faut ouvrir, il faut être curieux. Le problème, c'est qu'en fait, si tu es trop curieux, finalement, tu fais du surplace. D'accord? Donc, elle a aimé cette idée d'exclusivité, cette idée d'avancer vers ce qui est bon pour nous. D'accord? Et alors, on va avoir dans cette paracha-là une dernière mitzvah, une mitzvah très féminine, la mitzvah de Afrashat Chala. Alors, la mitzvah de Afrashat Chala, c'est quoi? C'est que je prends de la farine, de l'eau, un peu de levure, j'ai de la farine un peu partout jusqu'au coude, je suis en plein matériel. En général, le moment de la Afrashat Chala, c'est quand tu as les poivrons dans le four, le poulet sur la salade, le poulet avec la néchama. Et que il y a beaucoup de choses à faire et que tout est en désordre et que tu es en plein préparatif de Shabbat.
D'accord? En général, le moment de la frachala, c'est un moment où tu es les mains, mais en plein dans la matière, quoi, dans le balagan, j'ai envie de dire. Et là, un moment, tu fais la bracha sur la chala. Et là, tu fais quoi? Tu dis, regardez les filles, Hachem, il se trouve même dans cette farine, et même dans cette eau, et même dans tout ce qui te semble tellement éloigné du spirituel. Mais c'est moi, avec ma bracha, qui le fait rentrer dedans. Si vous voulez, en fait, c'est une croyance qui va être complémentaire de celle du tzitzit. D'accord? Pourquoi? Parce que le tzitzit, c'est quoi? C'est de dire, Hachem, je ne le vois pas. Hachem, je ne vois pas son intervention. Moi, je fais ce que je peux, mais je suis limitée et je ne le vois pas. La frachat trala, elle te dit, certes, je ne le vois pas, mais je peux le mettre partout. Et la combinaison des deux, c'est quoi? C'est qu'en fait, Hachem, il est où? En fait, Hachem, il est là où je le fais rentrer. Et à partir de là, c'est là que, en fait, la émouna en Hachem, elle va me donner de la émouna en moi-même. Parce que si il est partout où je le fais rentrer, moi, j'ai plus peur de rien, j'ai plus peur de personne. Vous avez compris? Parce qu'en fait, il a mis un petit bout de lui en moi. Il a mis un petit bout d'infini. Donc c'est ça qui me donne des cohortes, c'est ça qui me donne des forces. C'est ça qui me donne du miracle. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, c'est cette idée-là que finalement, là où je vais faire rentrer Hachem dans tous mes choix, c'est là que je me maximise mes chances de réussir. D'accord? Donc c'est cette idée-là. Cette idée-là, c'est qu'on a des faiblesses, on a des peurs. On a des croyances qui parfois peuvent nous tirer vers le bas. Il ne faut pas les dénier, il ne faut pas les mettre aux oubliettes et il ne faut pas les refouler parce que sinon elles risquent de nous causer du tort. C'est légitime de les avoir, mais il faut les optimiser et tout partager avec lui. D'accord? Parce que comme tu disais Myriam, en fait tu disais quoi? Tu disais que Bederer chez Adam Rotsi la Lechet, Molichi Moto Milemala. Là où tu veux aller, alors du ciel, on va te donner des paramètres pour y arriver. C'est ça qui va te faire réussir ton projet. Donc comprenez bien qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste un bon état d'esprit. Et si j'ai le bon état d'esprit, alors c'est ça en fait qui va conditionner toutes mes chances de réussir. Et ça c'est le fameux trélet, c'est intégrer Hachem dans ma vie. Avoir conscience que quels que soient les défis, il y a une chose qui est sûre, c'est que je mérite des bonnes choses. Et je peux vous dire qu'avec ce mindset-là, alors Bezrat Hachem, on a toutes les chances, Bezrat Hachem, de réussir. Amen. Rien ne va nous en empêcher.